Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur El Maralebia pour ce nouveau numéro de Microscope. Merci pour votre fidélité. Soyez les bienvenus. En ce samedi 7 décembre, les réseaux sociaux, la page YouTube, partagez l'Instagram, le TikTok, X, vous connaissez ça par cœur. Une semaine chargée en actualité. Nous allons dans un premier temps revenir sur une politique intérieure, mais qui en dit long sur une politique aussi extérieure dont nous allons évoquer notamment en fin d'émission avec cette nouvelle visite, puisque le président algérien a reçu son homologue donc de l'Afrique du Sud, la convergence de vues entre l'Algérie et l'Afrique du Sud concernant les questions régionales et internationales et sur la nécessité de privilégier les solutions politiques pour le règlement des crises loin des ingérences extérieures. Voici un élément communiqué par l'APS notamment, et puis l'APS qui dit aussi un communiqué officiel, donc un échange de vues concernant la situation au Sahel, au Libye, au Soudan, en Afrique centrale, en Afrique du Sud aussi. Voilà, beaucoup de sujets qui ont été évoqués, des échanges qui ont fait ressortir une convergence de vues entre nos deux pays sur la nécessité, je vous le disais, de trouver des solutions sur plusieurs régions. On se souvient aussi que l'Algérie s'était proposée, notamment en Russie, pour être médiatrice dans le cadre du conflit russo-ukrainien. Et on sait que depuis, l'Algérie est plutôt sortie des rangs et n'a pas joué de rôle. Donc voilà, politique intérieure pour commencer, qui en dit long certainement et qui déteint aussi sur la puissance et l'influence d'une diplomatie donc à l'international. On va en parler avec nos invités. Nous allons revenir sur des sujets qui nous tiennent à cœur parce qu'il s'agit aussi des Algériens et des Algériens. D'abord, il y a les libertés, vous le savez, on en parle souvent, c'est vraiment important. Et puis, on a évoqué cette semaine notamment la situation qui en dit long aussi sur l'état du pays, l'état de l'Algérie, puisqu'ils sont encore de nombreux Algériens, Algériennes, citoyens, citoyennes, des jeunes enfants, des petits, des grands, des personnes aisées, des cadres, des mamans, des grands-parents aussi qui prennent le large dans des embarcations de fortune pour quitter le pays. On les appelle souvent les haragas, mais ce sont tout simplement des hommes et des femmes, des âmes qui souhaitent trouver, vivre mieux et liberté ailleurs. Ça en dit long, puisqu'ils sont encore très nombreux à vouloir le quitter et puis quitter le pays. Et puis on a aussi évoqué cette semaine notamment la situation des personnes en situation de handicap. Pour revenir sur cette actualité, Omar Ait Mortal est avec nous, militant politique. Bonsoir Omar Ait Mortal, bienvenue. Bonsoir Chaban, bonsoir à tes invités et aux auditeurs d'El Maralebia. Merci, merci d'être avec nous. Est avec nous aussi Menouar Jadi, ex-député du FLN. Menouar Jadi, bonsoir. Bonsoir, c'est Chaban, à vos invités et à vos auditeurs et qui nous suivent sur cette chaîne. Et merci pour l'invitation. C'est moi qui vous remercie pour votre fidélité. Je voudrais tout de même qu'on évoque cette sortie. On en parlait en début de semaine, notamment sur la sortie de Salah Goudjil, sur le Parlement européen qui s'est exprimé donc concernant l'affaire de Boualem Sansal. Omar Ait Mortal, je vais commencer par vous. Alors c'est Brahim Bourali, pardon, autant pour moi, Salah Goudjil, qu'on entendra tout à l'heure sur autre chose, qui a donc dénoncer l'adhésion du Parlement européen et certains cercles médiatiques et politiques français dans une tentative d'ingérence dans les affaires intérieures de l'Algérie. L'ingérence, Omar Ait Mortal, c'est quelque chose qui revient souvent lorsqu'il s'agit notamment d'abord de liberté. Il y a eu plusieurs cas derrière, ou alors notamment lorsqu'une presse ou un État s'affirme ou fait des sorties selon le comportement d'un notamment algérien. Comment vous réagissez à cette sortie de Brahim Bourali? Voilà, il s'agit d'une tentative flagrante de détourner les regards des véritables violations des droits de l'homme et du droit international, faisant référence notamment à la situation au Moyen-Orient et à la guerre qui touche beaucoup Gaza aujourd'hui. Et puis, avant de vous donner la parole, le président donc, de l'Assemblée, Brahim Bourali, qui a salué la justice algérienne qui, je cite,
cite, veille à protéger les droits et les libertés, assurer que la loi s'appliquera à quiconque se permette donc d'attenter à la sécurité et à la stabilité de l'Algérie. Omar El Mortar. Brahim Bouali ou Salah Boudjil, pour moi, c'est la même chose. Ils perdent la tête tous les deux. Franchement, avons-nous besoin, enfin l'Algérie a besoin d'une autre polémique que ça. Les dépassements au Moyen-Orient, oui, d'accord. Il y a une guerre sans merci contre un peuple, c'est un génocide. Netanyahou est un criminel de guerre, la terre entière le sait. Donc est-ce que l'Algérie peut faire quelque chose seule ou avec l'Afrique du Sud? Rien du tout. Voilà. Netanyahou, il devrait être... Qui va arrêter Netanyahou? Personne. Les États-Unis le protègent. Donc, c'est une guerre perdue d'avance. Concernant le Parlement européen, il a été... heureusement, il reste encore la liberté d'expression dans ce Parlement européen. On respecte les libertés individuelles et collectives. Il s'agit d'un écrivain, d'un penseur. Moi, par exemple, je ne suis pas du tout d'accord avec Boualem Sansal, mais je suis contre à ce qu'il soit arrêté. D'ailleurs, je fais partie du comité de soutien Boualem Sansal. Et puis, cette liste, si vous lisez, donc certains de mes amis m'ont appelé, voilà, il y a des sionistes, il y a des juifs. Donc, moi, je défends la liberté d'expression et les libertés individuelles et collectives. Boualem Sansal n'a rien à faire en prison. Et je vois aussi, malheureusement, quand je vois l'Algérie qui fait appel à des propagandistes, justement, qui sont tous les jours dans CNews et C8, comme Karim Zeribi, un retrait de justice, comme, comment il s'appelle, Nadir Zak, qui a insulté le peuple marocain, donc frère et voisin. Ce n'est pas normal. Et ces gens-là sont nés en France. Ils ont justement appris l'histoire de la France. Ils ne connaissent pas l'histoire de l'Algérie. Où est l'histoire de l'Algérie? Moi qui ai fait l'école algérienne, du primaire jusqu'à l'université, je n'ai jamais. Ce qui m'intéresse particulièrement, alors je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Ce qui m'intéresse particulièrement, c'est aussi de savoir pourquoi est-ce qu'il faut attendre vraiment qu'il y ait toute une presse. On est d'accord, et c'est vrai que tout le monde y revient, et voilà, les sorties de Boualem Sansal, on est d'accord, on n'est pas d'accord, c'est un autre état. On parle vraiment de la façon et des méthodes d'où les choses se passent, et là, on se rend compte tout de même qu'il a fallu attendre que pas mal d'États, d'ONG réagissent, et que le Parlement européens réagissent pour soutenir et demander la libération de Boualem Sansal pour que l'État algérien, via notamment M. Bourali, réagisse. Est-ce qu'il fallait vraiment attendre, est-ce que l'État algérien devait attendre le Parlement européen avant de réagir? Ça a mis quasiment 3 semaines pour... Non, mais le problème, c'est l'Algérie qui provoque cette polémique vraiment inutile. Le Parlement européen, il est dans son droit, on n'a pas à lui répondre. Par contre, pourquoi on arrête Boualem? Et surtout, moi j'ai honte d'une chose, d'être algérien comme eux, parce que défendre l'Algérie de cette manière, c'est défendre le régime algérien mafieux. Le problème qui se pose, regardez ce qui se passe en Algérie dans les plateaux de télévision. Un lynchage comme il n'y en a pas honteux. On va même dire, allez, أثنية الحد وين بوعلم صنصال تسمثيل on fait visiter le quartier où est né Boualem Sansal, on dit que sa mère, ça se dit la haya fi ddin. Alors sa mère est née dans un bordel, sa grand-mère gérait Haïb. J'ai honte de dire ça. Voilà Boualem Ghali ou je sais qui, où les députés doivent dénoncer. Regardez ce plateau de Nahar, je sais qui, comment un lynchage médiatique en bon et due forme. Moi, je n'ai pas envie de regarder ça. Boualem Sansal n'a absolument rien à faire en prison. Merci. Vous savez, on attend aujourd'hui à ce que Trump s'explique. Donc, alors on va faire l'affaire Boualem Sansal, alors que notre histoire est méconnue et surtout la négation de notre C'est histoire. clair. Merci. Restez avec nous, Omar El Mortal. L'actualité est chargée ce soir. Monsieur Meno Al-Jadi est avec nous, ex-député du FLN. Une réaction sur peut-être sur
Le Parlement européen s'est exprimé, mais on l'a déjà dit, vous le savez, l'ensemble des groupes politiques se sont mobilisés pour dénoncer l'arrestation de l'écrivain franco-algérien le 27 novembre. Donc le débat à l'unanimité se dit clairement qu'il faut revenir sur des valeurs fondamentales. Elle souligne, le Parlement salue aussi le statut de partenariat entre l'Algérie et l'Europe, bien évidemment, mais elle appelle aussi à la libération de Boualem Sansal. Et puis, je voudrais avoir votre avis surtout sur la réaction de Brahim Bourali, donc du pouvoir algérien, Menouar Jadi. Merci, Chaben. Il n'y a pas que le Conseil européen. Ce n'est pas uniquement les parlementaires ou le Conseil européen qui a réagi, même Netanyahou en personne, qui a fait une intervention. Je dirais même Zemmour, Le Pen, tout le monde. Bien sûr. Et la déclaration, moi je ne partage pas le point de vue de votre invité de Paris, étant donné que l'Algérie est un pays souverain, a des règles, a sa constitution, a le code pénal. Tout ce qui franchit la ligne rouge de ces règles, de ces lois, paiera. Quelle que soit sa nationalité, quelle que soit sa personne. Et ce bonhomme-là, depuis du matin au soir, il insulte nos martyrs, il insulte l'Algérie, l'islam. Il a même demandé à la France d'éradiquer les mosquées. Il a divisé l'Algérie, le plus grand territoire africain au niveau africain. Il a réduit à une miette, à une parcelle. Le reste, il a donné au Makhzen. Et moi, je partage entièrement et je suis d'accord et je félicite le président de l'Assemblée populaire nationale de son intervention. Ce n'est pas ça, c'est une affaire algérienne. C'est un franco-algérien, certes. Il a franchi la ligne rouge. L'Algérie a ses principes. Le Conseil d'Europe, ou les parlementaires ou ces personnalités qui revendiquent la libération de ce bonhomme-là. Où était lorsque Gaza a été massacré? Qu'est-ce qu'ils ont dit lorsque Emmanuel Macron a donné l'immunité lorsque ces pays a condamné Netanyahou? Où était ce conseil lorsque Georges Ibrahim Abdallah, qui a été emprisonné depuis 39 ans? Où était ce conseil lorsque Rima Hassan, c'était une eurodéputée, elle n'a pas pu faire des conférences en France, malgré qu'elle est députée, ils ne l'ont pas laissé faire. C'est vrai que sur les sorties, restez avec moi. C'est vrai que sur les sorties, il y a des doubles. Voilà, parfois il y a des réactions. On sait que Rachid Nekaz, qui lui aussi est français d'ailleurs, n'a pas été spécialement soutenu. Ceci étant dit, avant de passer au sujet suivant, on a quand même le président de l'APN qui salue la justice algérienne et qui veille à protéger les droits et les libertés, assurer que la loi s'appliquera à quiconque se permettra d'atteinte à l'unité nationale. Est-ce que sur les méthodes, alors on a compris votre positionnement sur les sorties de Boualem Sansal, sur les sorties des parlementaires, mais est-ce que le pouvoir algérien n'a pas les moyens aujourd'hui de faire autrement? Apparemment, arrêter quelqu'un un 16 novembre, il est resté dans l'inconnu, cet homme. On peut imaginer que c'est un membre d'une famille, même de nos familles. Il est dans l'inconnu pendant quasiment 8 jours avant que le 22 novembre, l'APS sort du silence avec des termes d'ailleurs assez violents. Dans la méthode aujourd'hui d'arrestation, dans la justice algérienne, est-ce que ce sont réellement des méthodes qu'il faut employer, même si on n'est pas d'accord avec ce qu'un homme puisse écrire? Oui, j'ai dit tout à l'heure que l'Algérie a des principes, a des lois et le code pénal. Et ce bonhomme-là a été arrêté à l'aéroport au mandat de dépôt et il n'est pas encore jugé.
Le droit algérien, le droit pénal dit que lorsqu'un bonhomme est au mandat de dépôt, il peut rester 45 jours avant qu'il soit présenté Mais il est obligé de rester 7 jours comme ça dans l'inconnu, personne ne sait où il est, vous pensez? Non, il n'a pas resté 45 jours. C'est après 15 jours, ils l'ont présenté au procureur général et l'enquête suit son cours. Et il n'est pas encore condamné maintenant. Non, pas 45, mais Nouadjadi, je vous disais, entre le 16 novembre et le 22 novembre, après on passe à l'actualité suivante, mais entre le 16 novembre et le 22 novembre, personne n'avait de nouvelles. Il n'y avait aucune présence, aucune conférence de presse, pas de procureur algérien, pas de ministre, personne s'est exprimé. C'est un homme qui apparemment a été arrêté un 16 novembre et le 22 novembre, on a des nouvelles. Est-ce que selon vous, l'Algérie pourrait pas faire autrement alors qu'on a quand même un président qui salue la justice et la protection des droits et des libertés? L'Algérie, comment dirais-je, elle est souveraine et elle n'est pas obligée qui le force ou elle évoque les griefs qui ont été présentés à ce bonhomme-là. L'Algérie est souveraine et elle n'a pas à déclarer ou qu'est-ce qu'elle est en train de faire ou qu'est-ce qu'elle va faire à l'avenir. L'Algérie, la procédure judiciaire, elle est en train de l'appliquer à la lettre. Très bien. Mais maintenant, l'Algérie n'est pas obligée de déclarer ou de comment dirais-je. Qu'est-ce que je veux dire? L'Algérie est libre. L'Algérie suit. Oui, on est d'accord, mais Nouadjadi, personne ne remet en question et en cause le fait que l'Algérie ou n'importe quel individu puisse poursuivre quelqu'un en justice. J'essayais de revenir surtout avec vous, ce qui a vraiment, à mon avis, aussi généré toutes ces sorties et qui a fait aussi un tollé médiatique français, européen, international, c'est surtout dans les méthodes, parce que laisser 7 jours quelqu'un comme ça, sans nouvelles, arrêté apparemment dans des conditions limites, c'est ce qui a fait réagir, mais votre réponse est claire. Voilà, l'Algérie a le droit de le faire comme vous le dites. Fin de citation. On va évoquer un autre sujet maintenant qui fait partie de la politique intérieure d'un pays, qui en dit long aussi sur l'état de santé d'un pays avec un grand S. Ce sont ces familles, c'est toute cette jeunesse, mais pas que, qui quittent le pays. Voilà, on va évoquer maintenant un sujet qui en dit long, puisque vous le savez, lorsqu'un pays est en bonne santé, en général, il est prospère, développement économique, investissement étranger, des universités pleines, il fait bon vivre, même si dans tous les pays, il y a des difficultés, bien évidemment, mais en tout cas, on parle de l'Algérie, on parle d'un fléau aujourd'hui qui ne cesse de s'accroître maintenant depuis plusieurs années, avec tout de même une accalmie à niveau zéro. En 2019, il y avait ce Hirak, certains disent, il y avait espoir, donc plus personne voulait quitter le pays. En tout cas, plusieurs éléments aujourd'hui, plusieurs raisons sont évoquées sur le fait qu'on le veuille ou non, qu'on soit d'accord ou pas, ils sont des centaines et des milliers par an à vouloir quitter le pays. Alors, transport, liberté, justice, santé, tout simplement vivre dignement. Pourquoi ils quittent l'Algérie encore aujourd'hui en 2024? On en parle avec nos invités. Je vais commencer avec vous, Menouar Djadi, parce que je sais que vous n'êtes pas spécialement du même bord ou d'accord avec les avis peut-être de Omar et Mortal. Menouar Djadi, c'est une réalité, à moins que parce que vous êtes au pays. Il y a aujourd'hui, encore des milliers de haragas, pour employer un autre terme, ce sont des hommes et des femmes, ce sont des âmes, des cœurs qui quittent le pays, qui ne peuvent plus vivre au pays. Il n'y a pas que des jeunes. Aujourd'hui, il y a des familles, des mamans, des papas, des personnes aisées, des petits, des grands. Selon vous, quelle est la raison principale
Ma thèse, elle est toujours elle est inchangée et je suis convaincu. Et chaque semaine, chaque mois, ma thèse ou mon point de vue sur cette situation me donne raison. C'est Chaban. Je vous ai dit il y a plus de 2 mois que ce n'est pas des Harragas qui fuient leur pays, leur cher pays, qui est l'Algérie, ou par manque de haine. Les Harragas, je dis et je le répète, que dû à un groupe de mafia de l'extérieur et de l'intérieur qui sont en train de manipuler nos jeunes, même des familles comme vous l'avez évoqué, de partir outre-mer en Europe. Pourquoi la preuve que je sais que vous êtes au courant, c'est Chaban, qu'il y a à peu près une vingtaine de jours, l'Espagne, elle est en train d'envisager de mettre en place certains visas spéciaux pour des travailleurs. Elle a besoin de 22 000 travailleurs. En Europe, l'Allemagne plus spécialement, elle a besoin de 80 000. La Grèce, elle a besoin, malgré la Grèce, c'est un pays, je dirais, pauvre par rapport au reste du pays européen, elle a besoin d'à peu près de 28 000. Tout ce qui concerne les chantiers, la plomberie, comment dirais-je, plongeurs, les hôtels, comment dirais-je, les gardiennages, des chauffeurs, tout ça, l'Europe tout entière, elle est vieille. L'Europe vieillit d'année en année. Elles n'ont pas suffisamment de main-d'œuvre pour occuper ce poste. C'est un manque flagrant. Et c'est pour cette raison que certains mafias de ces pays d'Europe, ils sont en train d'attirer nos jeunes. C'est Chaban, vous ne pouvez pas. Mais sincèrement, Menoual Jadi. Une minute, je termine. Oui, je vous en prie. Un Harraga qui débourse 1 million de dinars, 1,5 million, vous n'allez pas me dire que c'est un pauvre, qu'il est chômeur. Non, parce qu'il est sûr que lorsqu'il arrive en Espagne, en Italie ou en France, il trouvera un emploi et il est déjà embauché. Dès le départ, dès qu'il arrive en Europe, il est déjà son emploi et son hébergement est assuré par ce groupe de mafia qui est en train d'embaucher. Et vous pensez vraiment, on va donner la parole à Marlith Mortal, mais rapidement, sincèrement, Menoual Jadi, vous pensez vraiment que toutes les personnes qui quittent l'Algérie aujourd'hui, c'est parce que derrière il y a une mafia et qu'on leur donne de l'argent et qu'en arrivant en Europe, ils vivent correctement? Croyez-moi, ils sont de nombreux à être en sans-papiers dans des pays, à vivre la difficulté et c'est pas facile. Vraiment, vous pensez que cette théorie de la mafia, c'est la seule et unique raison? Il n'y a pas un problème de bien-être, de liberté, de bien vivre aussi en Algérie qui pousse ces personnes à quitter le pays? Non, c'est des jeunes, ils sont tout d'abord apolitiques. Comme vous savez, si Chaban, ce n'est pas uniquement en Algérie, en Afrique ou en Europe, c'est dans tout le monde, dans tous les pays du monde. Nos jeunes aujourd'hui, ils sont apolitiques, ils s'en foutent de la politique, ils veulent vivre, avoir un logement, ils se marient, avoir un emploi et c'est tout. Mais ce n'est pas, nos jeunes sont apolitiques. Je dis et je répète, c'est dû essentiellement, je dis à 90%, ces jeunes partent parce qu'il y a un groupe de mafia qui leur assure un emploi outre-mer. Avant-hier, la Grèce a fait une annonce, elle a besoin de 22 000 ou 28 000 travailleurs étrangers. C'est clair, c'est votre analyse. Donc une mafia à 90%. Il y a un lobbying derrière pour récupérer la famille algérienne et travailler en Europe. Marlith Mortal, pardonnez-moi, il y en a juste Rachid Hassani pour une petite, une dizaine de minutes. Rachid Hassani, bonsoir et bienvenue, secrétaire national au RCD en charge de la communication. Vous tombez à pic puisque cette semaine, je crois que je vous ai invité, on parlait notamment de la situation de la famille algérienne qui est amenée à quitter le pays. Selon vous, Rachid Hassani, bonsoir. Quelles sont les raisons? Est-ce que réellement il y a une mafia derrière? Est-ce que ce sont vraiment les pays européens qui ont besoin de main-d'œuvre aujourd'hui et qui font appel à
à des hommes et des femmes dans des conditions, à leur dire que vous allez peut-être perdre votre vie, vous allez vous noyer en mer, le torrent, les courants, etc. Est-ce que c'est vraiment ça la raison? Rachid Hassani. Bonsoir Chaban, bonsoir aux téléspectateurs de Marabia et bonsoir, je salue tes invités. Comme je l'ai dit la dernière fois, justement, en réponse à votre question, les raisons ils sont multiples. Ils sont d'ordre politique, ils sont d'ordre social, ils sont d'ordre culturel. Parfois ils sont d'ordre de l'échelle et de la qualité de la vie qu'on voudrait mener. Je viens d'écouter justement un responsable politique qui vous dit que les raisons sont la mafia et qu'il n'y a pas d'autres raisons et qui poussent nos jeunes à fuir le pays. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai parce que depuis notamment 2020, depuis un certain nombre d'années, les dernières années, il y a un désespoir total chez nos jeunes. Et j'en veux pour preuve l'arrêt de cette harga pendant les manifestations du Hirak, pendant la période du Hirak. L'explication est toute simple parce que le peuple algérien, les jeunes Algériens ont espéré à cette époque que les choses allaient changer, que effectivement leur pays va devenir un pays attractif, un pays où il sera bon de vivre, mais malheureusement ce qui s'est passé après montre tout à fait le contraire. C'est le désespoir total, c'est l'insécurité, c'est la peur de lendemain incertain, c'est l'absence de perspective et de cap pour l'Algérie. Nous vivons les mêmes problèmes, sinon les pires que nous avons vécu jusque-là. Voilà, nous vivons un chômage endémique, nous vivons de la répression, nous vivons des intimidations, nous vivons une fermeture totale du champ politique et du champ médiatique. Les libertés sont restreintes. Un certain nombre de militants, de jeunes, d'Algériens quittent le pays exactement parce qu'il n'y a pas de liberté chez eux. D'autres quittent parce qu'ils y trouvent de meilleures conditions de travail outre-mer. D'autres aussi quittent parce qu'ils sont dans un chômage depuis des années et ne trouvent pas de débouchés pour travailler. Donc les raisons sont multiples. Je voudrais juste dire que dans d'autres cieux, l'État aurait organisé des États généraux en invitant tous les spécialistes, les politiques et autres pour essayer de se pencher sur ce véritable... Voilà, c'est ça, Rachid Hassani. Rachid Hassani. Exactement la deuxième réaction que j'allais donc vous demander, je vais la demander aussi à nos deux autres invités, parce que même s'il y a eu telle ou telle raison, on est d'accord que vos raisons sont là et on l'a compris, il y a celle aussi notamment de Menouad Jadi qui sont là, mais c'est vrai que l'État aujourd'hui ne s'en préoccupe pas, les médias n'en parlent pas, l'Assemblée nationale n'en parle pas, Brahim Bourali ne fait pas de... Personne n'en parle, on sait bientôt 6 ans au pouvoir d'Abdelmajid Tebboune, comme vous le dites, pas d'état généraux là-dessus, pas de spécialistes. Pourquoi est-ce que cette jeunesse, cette famille, à un moment donné, n'était peut-être pas prise en charge? Parce qu'elle meurt en mer aussi, elle meurt, c'est de la même limite de l'irresponsabilité. Parce que ce phénomène de harga est le miroir parfait de l'échec des politiques publiques de ce pouvoir, de l'échec de ces politiques sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan politique. Et donc, c'est une fuite en avant, c'est un déni d'une réalité, parce que ce phénomène est la preuve concrète de l'échec, justement, de son échec, de son incapacité à répondre aux aspirations des Algériens, qu'ils soient jeunes ou autres. Et donc, c'est pour ça qu'il est encore dans le déni. Mais la responsabilité voudrait qu'aujourd'hui, effectivement, l'État doit se préoccuper, Tebboune et son gouvernement doivent agir, doivent au minimum organiser des États généraux pour essayer de se pencher sur
phénomène qui est en train de ranger la jeunesse algérienne. Et voilà, donc c'est ce que nous attendons, c'est ce que nous espérons qu'ils fassent, même si pour l'instant ils sont encore dans le déni et ils ne veulent pas reconnaître ça. Et ce n'est pas les petites mesures de répression de ce phénomène qui va mettre fin à ce phénomène, puisqu'un jeune qui prend le risque de périr en mer, je ne pense pas qu'il doit avoir peur de la prison. Voilà. Rachid Hassani, je sais que je vais devoir vous libérer un mot aussi. Vous parliez de manque de cap à l'instant. Certains observateurs ont parlé notamment d'une diplomatie. Alors on parle sur ces dernières années du temps, notamment du président algérien Abdelmadjid Tebboune. Il y a quand même une crise assez importante. Les Émirats, la chute du BRICS, le Maroc, la France à maintes reprises, l'Espagne, le Niger, le Mali, le rôle de l'Algérie en tant que médiatrice dans un conflit russo-ukrainien aussi qui s'est rapidement effacé. Tout de même, voilà, le président Cyril Ramaphosa, donc l'Afrique du Sud, a été invité par le président algérien avec une visite d'État, des entretiens notamment autour de certaines convergences entre l'Algérie et l'Afrique du Sud, notamment sur des questions régionales et internationales. La Syrie actuellement, c'est ce qui se passe, et voilà, ça prend aussi des proportions importantes. Cette diplomatie algérienne, en revenant peut-être sur l'Afrique du Sud, mais au-delà de ça, puissance, influence sur l'échiquier international, ou tout ça, pareil pour vous, ça navigue à vue, ça manque de cap malgré les annonces et les dires du pouvoir en place. Je pense que ça manque surtout d'intelligence et de pragmatisme, parce qu'effectivement, même si l'Algérie reste tant bien que mal accrochée au sacro-saint principe sur le plan diplomatique de la politique étrangère, de l'autodétermination des peuples, donc de soutenir les peuples opprimés, du non-alignement aux deux groupes de l'Ouest et de l'Est, du soutien des causes justes comme celle de l'autodétermination saharo-occidentale d'un certain nombre de peuples, et du peuple palestinien qui est en train de subir le massacre d'Israël et le génocide du Sahel. Mais aujourd'hui, l'Algérie, en plus de ses positions de principe tirées d'ailleurs de notre glorieuse révolution, l'Algérie doit aujourd'hui avoir il doit être à l'offensive, plus de prospection, plus de pragmatisme, plus d'intelligence sur un certain nombre de questions, parce que le monde d'aujourd'hui est explosif, parce qu'il y a rapports internationaux vivent des bouleversements énormes, et donc notre diplomatie doit avoir ce cap nécessaire sur un certain nombre de sujets pour que notre politique étrangère ait plus de poids, plus de résultats. Voilà. Est-ce qu'elle peut avoir une dernière minute avec vous? Est-ce qu'elle peut avoir un poids, plus de puissance? C'est vrai qu'il y a des sorties et des soutiens, mais est-ce qu'elle peut réellement avoir plus de poids, plus d'influence, de crédibilité lorsque sa politique intérieure, on sait tout de même, alors moi on l'assume, nous les journalistes, le président algérien, comme d'autres présidents dans le monde, mais le président algérien est très mal élu. Les urnes étaient vides, il y a eu un boycott total, donc sa politique intérieure aujourd'hui pose problème. On parle de certains fléaux. Est-ce qu'on peut avoir une bonne politique étrangère alors qu'à l'intérieur du pays, il y a tout de même certaines instabilités, 2 mois et demi pour mettre un gouvernement, enfin, ça en dit long aussi, ça, c'est sur des projets politiques, sur des pays comme l'Algérie. C'est clair que la diplomatie, la politique étrangère ne peut pas avoir de rayonnement si, sur le plan interne, le pouvoir est tronqué de légitimité, est affaibli à l'intérieur. Donc, il est tout à fait clair que la politique étrangère aussi doit être le reflet de la volonté populaire, le reflet de la profondeur historique de la nation, le reflet de notre positionnement géographique, le reflet de nos positions
antérieure, surtout de tout ce qui s'est passé pendant la révolution algérienne, avec tous les soutiens que nous avons eus, avec le rayonnement qu'a eu notre révolution. Et effectivement, aujourd'hui, pour que notre diplomatie ait le punch nécessaire et les coups des franches et la légitimité de pouvoir influencer sur les événements dans le monde, notre pouvoir, nos dirigeants doivent avoir la légitimité requise et ils doivent être le reflet de la volonté populaire, effectivement, comme dans tous les domaines, qu'ils soient politiques, culturels, économiques ou social. Un pouvoir qui est tranquille de légitimité certainement aura des difficultés à asseoir son autorité, à mener ses politiques, à asseoir ses politiques et à avoir des résultats escomptés. Donc, effectivement, le nœud gordien de la problématique algérienne, depuis 62 d'ailleurs, avec les différents régimes, c'est l'absence de démocratie, c'est ces tentatives de restauration autoritaire à chaque fois, c'est justement l'absence c'est le fait de ne pas donner la parole au peuple pour choisir librement ses dirigeants et c'est ça le nœud gordien. Donc aujourd'hui, la sortie du tunnel, le seul chemin qui vaille aujourd'hui, c'est le retour au peuple, c'est justement l'instauration d'une véritable démocratie, c'est la levée de verrou sur l'activité politique pour permettre aux partis politiques, aux Algériens de se parler, de trouver des solutions entre eux-mêmes. Nous ne sommes pas des ennemis, il y a un pouvoir, il y a une opposition, le pouvoir ne doit pas avoir peur. J'en parle parce que vous avez là un dirigeant du FLN, et ce n'est pas possible de continuer comme ça, il faut qu'on se parle entre Algériens, quelles que soient les différences et les divergences. La situation à l'international exige aujourd'hui justement que le front interne, le véritable, pas celui qu'on ne rabâche à chaque fois, un véritable front interne doit commencer par permettre aux Algériens justement de souffler, de se parler, de se retrouver. Pouvoir s'exprimer. Merci. Pouvoir se retrouver. Merci Rachid Hassani d'avoir été avec nous, le RCD, avec nous ce soir, en secrétaire national en charge de la communication. Omar Mortal, pardonnez-moi, c'est à vous. Merci d'avoir patienté. On devait avoir 10 minutes, 11 minutes à Rachid Hassani. Omar Mortal, on parle d'un sujet. On a évoqué aussi les personnes en situation de handicap. Cette semaine, pour certains, pareil, ça manque de cap, manque de moyens. Il y a cette allocation de 12 000 dinars sur un SMIG à 20 000 dinars. Omar Mortal, les haragas, le handicap, les raisons notamment des haragas. Vous êtes d'accord avec Manuel Jadi qui dit que c'est une mafia derrière et parce que l'Europe a besoin de main-d'œuvre? Chaban, excuse-moi, mais ça mérite au moins une réponse à ce député du FLN. On ne peut pas laisser passer ça, on a les boules. D'abord, sur ce dossier qui va être clos de Boualem Sansal, ça mérite un débat, ça ne mérite ni prison ni rien du tout, ni encore moins ce lynchage honteux médiatique unique, donc la pensée unique. Donc on s'attaque à un homme, on s'attaque à un livre alors qu'il fallait juste faire un débat. Il n'y a pas de débat en Algérie, il n'y a pas d'histoire non plus, on n'a pas le droit d'évoquer notre histoire. Il y a une fausse histoire, il y a une indépendance confisquée, on arrête encore des journaux et des cafés littéraires. Que voulez-vous? Alors, ce député qui vous dit que les haragas, c'est une affaire de mafiage, les haragas, cher monsieur, d'abord, ses enfants, lui, comme ses collègues du FLN, ils ont tous mendié des visas auprès de l'ambassade de France, ils sont tous en France, et qu'il m'explique comment se fait-il qu'il y a entre 1500 et 2000 ex-députés, ex-ministres qui sont installés en France, qui sont encore payés par l'Algérie, par l'Assemblée nationale. C'est de ça que Bourali devrait parler, sinon cette élection, cette mascarade électorale, elle est honteuse. Donc, on n'a aucun respect. Quand on parle de la souveraineté nationale, la souveraineté, c'est ça, justement, la souveraineté. Ce n'est pas que Boualem Sansal qui parle dans un café ou dans une émission, les frontières Alors, justement, quelles sont les raisons pour vous, Omar Mortal, vous connaissez bien le pays, les raisons aujourd'hui qui poussent des Algériens, des Algériennes de tous âges, encore une fois, il y a des cadres, il y a des jeunes, et qui meurent aussi en mer, il y a des disparus, on ne sait même pas ce qu'ils sont devenus, alors est-ce qu'ils ont réussi? Est-ce que, selon vous, quelles sont les raisons dans ce pays qui est quand même annoncé comme 3e puissance économique, un PIB qui va... Les raisons sont simples, Chabat.
on a tué l'espoir. Ils sont en train d'assassiner l'espérance. Les gens veulent tous partir. C'est la queue devant des consulats étrangers à Alger. Sinon, en France, nous sommes en France. Il y a entre 1 million à 2 millions, d'après les dires, hein, on parle de 200 000, des fois 500, on ne sait même pas combien de Haragais qui sont là. Est-ce que l'ambassadeur d'Algérie en France a été retiré pour l'intérêt des Algériens ou de l'Algérie? Non, alors que l'ambassadeur devait rester là. C'est quand même une tragédie d'avoir plus d'1 million de jeunes Algériens ici qui, parfois, ils les emmènent dans des centres de rétention, sont malmenés. C'est ça la souveraineté. Moi, ça me préoccupe de voir des jeunes Algériens, les pauvres. Personne ne peut les aider. Mais l'ambassade, elle aide par contre les enfants des responsables. Ils ont même une cellule au consulat d'Algérie, une cellule qui s'occupe à faire les papiers pour les enfants d'eux. Alors, les enfants lambda des pauvres. Un autre élément qui m'interpelle, et je voulais aussi vous entendre, et je vais aussi, bien sûr, on va réentendre Menouar Jadi dans un instant. Vous avez vos raisons. Rachid Hassani a été clair sur les raisons de ce mal-vivre à tous les niveaux. Menouar Jadi a les siens. Mais à un moment donné, pourquoi est-ce qu'il y a ce silence avec un grand S de la classe politique, des médias? En Algérie, pas d'observateurs, pas d'analystes. Le président algérien ne s'est jamais exprimé en regrettant la disparition de ces Algériens en mer et puis aussi ces talents qui s'en vont. Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas entendus? Pourquoi est-ce qu'on ne les évoque pas? Et puis, il faudrait peut-être prendre le problème. Il est là le problème. Peu importe éventuellement les raisons, mais il est là le problème. Ils sont laissés à l'abandon. Pourquoi? Quelles explications vous pouvez nous apporter? Mais c'est les enfants de pauvres Algériens, les enfants de responsables et de députés comme le député du FLN. Ils ont négocié leur visa avec des ambassades européennes. Donc, ils ont les moyens, ils ont de l'argent, ils font du commerce, ils font des allers-retours. Là, on parle d'un beau pays en Algérie parce qu'ils ont les moyens. Et les pauvres malheureux, personne ne s'occupe d'eux. J'ai tenté plusieurs fois avec le mouvement citoyen algérien de France. Au niveau des consulats, au niveau de personnes, ils vont dire c'est pas à nous de faire. Va voir à Alger. Et puis même à Alger, on a vu personne ne veut se soucier. Ils s'en foutent. Ils ont même fait une loi incriminant donc le Harak. Si jamais revient, ils vont en tôle. Mais ce problème doit être discuté en France. L'ambassadeur justement d'Algérie en France, il ne devrait pas être retiré pour le pôle zéro où la partie est vraiment perdue. Il fallait négocier justement, même cet accord bilatéral de 68. Moi, je serais président de l'Algérie, je l'aurais dénoncé moi-même, mais en négociant avec la France, bien sûr. C'est un accord qui a été signé à deux. Il se négocie à deux. Donc aujourd'hui, j'aurais exigé, par exemple, la régularisation des Haragais qui sont sur le territoire. Et puis on verra le reste parce que, en réalité, depuis 62 accords d'Évian, il y avait la libre circulation des personnes. Qui a accepté de signer, de couper justement ce truc-là en 68? C'est l'Algérie, c'est Pompidou qui a eu. Donc, au-delà des accords d'Évian, ce que je voulais vous dire, Omar Mortal, est-ce que si demain le président algérien, devant les Algériens et les Algériennes, disait oui, effectivement, il y a un échec, ils veulent plus vivre, on a des Algériens et des Algériennes qui ne veulent plus vivre en Algérie, est-ce que le fait que le président algérien demain puisse dire ça au peuple, c'est qu'il assumerait quelque part aussi une responsabilité d'un échec, d'un manquement. Est-ce que le fait qu'ils ne disent rien, c'est parce qu'il n'a pas envie d'assumer ces échecs? Et dans tous les États, il y a des difficultés, il faut les régler, mais là, c'est le silence total. Mais non seulement il n'assume pas l'échec, il se vante de faire avancer le pays, alors que le pays n'avance pas. Vous croyez que quand on parle des oligarques emprisonnés, vous croyez que ça fait avancer l'Algérie? Pas du tout. Les gens ont peur d'investir. Si tu as de l'argent, tu risques d'aller en tôle. Tu ne peux pas travailler dans la règle de l'art en Algérie. Les gens ont peur. Et il y a aussi les cadres algériens dans les ministères, dans les directions et tout ça, ils ont peur de prendre des décisions. Parce que tous les pouvoirs sont concentrés à la présidence. Et à la présidence, vous savez, les conseillers de Boll, moi je connais quelques-uns. Donc, ce n'est pas un fonctionnement
ce n'est pas un État, c'est une mafiocratie. Voilà ce qui se passe. Il est temps de revenir. Et d'abord, c'est bon, moi je l'appelle d'abord à libérer Balam Sansal et Meram Konaché, les autres. Merci. Balam Sansal, je vois les autres prisonniers, surtout Kabyle. Et je veux qu'ils reprennent langue avec les opposants qui sont à l'étranger. Ils ne sont pas tous des khabardjis, ils ne sont pas des traîtres, pas du tout. Si on dit ça parce qu'on veut que ça aille mieux. Et ils risquent de casser ce pays. Merci, restez. Je reviens à vous, Omar El Mortal. Le temps passe vite. Menouar a déjà dit, vous allez bien évidemment réagir. Vous avez été, on a tenté aussi vous avez apporté vos raisons. Vous allez certainement réagir, mais je voudrais aussi vous poser une autre question. Peut-être que peu importe les raisons, vous avez les vôtres. Donc apparemment à 90%, c'est toute une mafia et il y a du boulot en Europe et ils sont bien ailleurs. D'autres, ce sont des raisons d'économie, de transport, de liberté, de démocratie. Mais j'ai une question précise. D'ailleurs, vous êtes ancien député du FLN, grand parti en Algérie. Pourquoi est-ce que ce fléau-là, ce phénomène-là, ce sont des hommes et des femmes, sont-ils ignorés de la classe médiatique, politique, quelque part méprisés? Certains sont malades. On parlait des personnes en situation de handicap cette semaine, où là aussi c'est difficile. Pourquoi est-ce que il n'y a pas d'état généraux, par exemple, vraiment qu'il y ait une priorité de projets mis en place pour essayer de faire en sorte que les jeunes ne partent pas? Il n'y a pas que des jeunes, encore une fois. Écoutez, si Chaben, je vous donne une information, je ne sais pas si vous êtes au courant. Le fameux projet de l'hôpital de Tizi Ouzou, les 500 lits, ils souffrent, ils sont en train de voir ailleurs, en dehors de là où il y a Tizi Ouzou, pour la main-d'œuvre, pour les ferrailleurs, les maçons, etc. Bon, je ferme cette parenthèse. Je souligne que vous appelez ce que vous appelez le Harraga. J'ai vu pas mal de vidéos sur les réseaux sociaux. Ils se portent très bien. Parce que les métiers, par exemple, les coiffeurs, les chauffeurs, les ferrailleurs, ici en Algérie, ils sont effectivement mal payés. Mais par rapport à l'Europe, pour eux, 700, 800 euros, c'est de l'argent. Bon, la conversion, le dinar euro ou dinar dollar, il est beaucoup plus important que le dinar local ici en Algérie. Ceci dit, je dis que l'Algérie, il faut pas dire n'importe quoi, c'est Chaban. Et l'Algérie, comme quoi que l'Algérie n'a rien fait. Il y a eu des débats et des débats sur toutes les chaînes privées et publiques. Il y a 2, 3, 4 ans, 5 ans. Mais il y a le code pénal. Tous ceux qui, comment dirais-je, a un lien avec les jeunes que vous appelez Harraga ou l'intermédiaire, les propriétaires de ces petits bateaux, ils sont en prison. Ont été jugés. Il y a des jeunes qui ont été jugés et incarcérés. Non, vous dites pas que l'Algérie n'a rien fait, ou les débats, ou bien les députés, ou les sénateurs, ou nos responsables n'ont pas évoqué ce phénomène. Effectivement, c'est vrai. Mais maintenant, par la suite, lorsqu'on entend qu'un jeune paye 1 million de dinars, 1,5 million de dinars, et comment dirais-je, le consulat ou le ministère des Affaires étrangères de l'Espagne, de la Grèce, de la France, de l'Allemagne, dire que nous avons besoin de telle main-d'œuvre, plus de 20 000, 30 000, 40 000, 80 000, effectivement, ça motive nos jeunes et le phénomène il s'est amplifié. Mais il ne faut pas dire que l'Algérie n'a rien fait ou nos responsables oui, et effectivement, et le code pénal il est clair dans ce sens. C'est un code pénal. Au passage, même le Harraga, ça date depuis X temps. Et moi, je veux préciser, chaque fois j'entends parler, une minute ici, Chaben, j'entends parler souvent, même tout à l'heure, votre invité du RCD, il l'a évoqué.
il dit souvent que pourquoi en 2019 le Harraga حبسوا وخلاص parce qu'il avait de l'espoir après le Hirak تلمنيه. Non, le Harraga حبسوا في 2019-2020 parce qu'il y avait le Covid. Il faut pas oublier, il faut pas mentir au peuple. Il faut appeler chat chat. En 2019, restez avec nous. Il y avait le Covid. Oui, enfin le Covid est arrivé le Covid, le monde s'est confiné le 17 mars de 2020, le Hirak a commencé en février 2019, une année avant. Mais bon voilà, mais c'est bien d'avoir eu vos éléments sur ce dossier. Karim Kébir va venir nous rejoindre dans une poignée de secondes. Nous allons avec nos invités de parler politique extérieure, notamment sur la diplomatie. Politique intérieure qui est aussi liée avec la politique extérieure. Je vous le disais, donc le président de l'Afrique du Sud, donc Cyril Ramaphosa, était en Algérie sur ces 48 heures, reçu par Abdelmadjid Tebboune, avec notamment des convergences sur plusieurs questions liées sur la région, notamment, puisqu'il y a des liens notamment en Afrique, entre autres. Karim Kébir, bonsoir, journaliste. Merci d'être là, cher confrère. Bonsoir à vos téléspectateurs. Merci, cher Karim Kébir, d'être avec nous. Je voulais aussi avoir un peu votre analyse, votre vision, un monde qui bouge aujourd'hui sur ces dernières années. On a tout de même une diplomatie algérienne qui, pour certains, était plutôt parfois sur un manque de cap, une diplomatie qui navigue à vue, un pays aussi qui est isolé. Il y a eu pas mal de crises avec la France, le je t'aime moi non plus, comme je dis toujours, mais le Maroc, le BRICS, c'est malheureusement passé à la trappe. L'Espagne, le Niger, le Mali, je le disais tout à l'heure, en Russie. Donc Abdelmadjid Tebboune avait tout de même annoncé qu'il pourrait jouer un rôle important en tant que médiateur. On a vu comment se sont aussi déroulés les sommets arabes. Derrière cette actualité d'Afrique du Sud, qu'est-ce que d'abord peut-être veut dire cette visite maintenant? Est-ce que réellement elle présage de bons résultats? Et puis d'un point de vue général, dans les grandes lignes, pour un deuxième mandat, cette diplomatie algérienne? Écoutez, concernant l'Afrique du Sud, il faut savoir quand même qu'il y a des relations historiques avec. Et on a pratiquement mené les mêmes combats. L'Afrique du Sud, l'apartheid, et puis l'Algérie, le colonialisme. Et il y a des liens très forts, notamment du fait que Nelson Mandela avait fait il a été en Algérie au début des années 60. Donc il a fait un peu ses classes auprès de l'armée algérienne. Donc il était un petit peu redevable. Après l'indépendance aussi, l'Algérie quand même elle sortait d'une guerre, donc elle rayonnait quand même à travers le monde, à travers sa révolution. Il y avait des liens très très forts. Donc dans le contexte d'aujourd'hui, forcément cette relation elle permet à la diplomatie algérienne, en tout cas, d'engranger quelques dividendes dans la mesure où c'est un poids lourd de l'Afrique, c'est un poids lourd du BRICS. Et en même temps, concernant l'identité de vue sur certaines questions, je pense notamment à la question palestinienne, où on a vu comment l'Afrique du Sud a joué un grand rôle à travers la plainte au CPI, ou bien le maintien de son soutien à la question sahraoui. Donc, de ce point de vue, si vous voulez, ce renforcement de la relation est quand même fait engranger à l'Algérie quelques dividendes du fait qu'elle est... Mais est-ce que ces dividendes,
D'ailleurs, c'est bien de nous donner un peu ce contexte et cet état des lieux. Alors, je rappelle, concernant la Palestine, lorsque l'Afrique du Sud a demandé à la Cour pénale internationale de prendre les choses en main, je crois que l'Algérie, j'en suis quasi sûr, n'avait pas spécialement rejoint un certain nombre de pays, ils étaient 15. Mais derrière ces dividendes, est-ce que la diplomatie algérienne va pouvoir prendre ces dividendes à bras le corps et puis se renforcer, avoir une certaine influence, une certaine puissance, un certain rôle, parce que c'est vrai que des rencontres, il y en a, il y en a eu, il y en a encore et encore à tous les niveaux. Ces dividendes vont pour reprendre votre terme, vont porter leurs fruits avec une diplomatie algérienne forte, avec un cap, avec une réelle stratégie. Oui, ça c'est spécifiquement la relation Algérie-Afrique du Sud. Maintenant, bien entendu, comme on l'a dit assez souvent, de toutes les façons, c'est pas mon opinion, c'est l'opinion des gens qui maîtrisent mieux que moi la diplomatie, qui connaissent les relations internationales. Tout le monde s'accorde à dire que l'Algérie est appelée aujourd'hui, au regard des chamboulements géopolitiques, la géostratégie mondiale, de changer le paradigme de sa diplomatie. On n'est plus dans les années 70 où il suffit de proclamer des causes ou bien de se montrer, c'est-à-dire de faire dans le comment dire, dans le verbiage, mais c'est plutôt une forme de pragmatisme qui doit faire prévaloir tout d'abord les intérêts de l'Algérie. Donc la diplomatie aussi, elle a hérité d'une situation d'égarement pendant 20 ans, pendant la période Bouteflika. Il n'a jamais effectué aucune visite en Afrique, par exemple, qui est normalement, pour l'Algérie du moins, et ça aussi c'est les spécialistes qui le disent, la diplomatie obéit à ce qu'on appelle les cercles concentriques, c'est-à-dire vous commencez par le voisinage immédiat et vous avancez au fur et à mesure. Donc normalement, l'Afrique, le Sahel notamment, devait être notre profondeur stratégique. Là, l'Algérie était pratiquement absente. Donc la diplomatie d'aujourd'hui, elle doit prendre en considération justement tout ce retard, comment le rattraper. La deuxième des choses, c'est qu'aussi la diplomatie, c'est le reflet aussi de la politique interne. Donc, un pays ne peut être audible à l'extérieur et disposer d'un respect que s'il s'appuie sur une bonne économie performante, une bonne armée, une prospérité de sa population, et un peu de liberté, et du moins un peu. Voyez-vous où est-ce qu'on est arrivé, c'est-à-dire qu'il y ait quand même des espaces de liberté pour ces citoyens. Tout ça, ce sont des éléments qui sont pris en compte lorsque vous êtes en relation avec les États étrangers. Mais aujourd'hui, donc, la diplomatie algérienne, il me semble qu'il s'emploie à essayer de se redéployer, mais il y a toujours certaines pesanteurs. Il y a certaines pesanteurs, comme je vous l'ai dit, liées notamment à la politique intérieure ou bien à cette difficulté quand même à changer de paradigme. Je ne sais pas si c'est une question de culture ou de résistance, mais de toutes les façons, on l'a vu récemment avec, justement, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, Chaban, les différentes crises qui ont eu, notamment avec la France, avec l'Espagne, avec le Maroc, avec les pays du Sahel. Et tout ça, normalement, ça devait être anticipé, j'allais dire, mais en même temps, je ne pense pas qu'on pouvait, pour l'Algérie, qu'on pouvait arriver quand même à ces situations de crise, notamment par rapport à notre voisinage immédiat. Restez avec nous, Karim Kebir. Omar El Mortal, je reviens à vous. Il est 20h38. Il nous reste vraiment quelques minutes. Je voudrais avoir votre avis sur cette question diplomatique. On pourrait entrer effectivement sur l'Afrique du Sud, mais on a l'impression, alors voilà, je mets ça au conditionnel, mais qu'il y a
énormément de rencontres, de moments, d'échanges qui sont faits, parfois assez cordiaux, parfois des rencontres d'État, parfois ce sont des rencontres amicales entre Abdelmadjid Tebboune et Emmanuel Macron, mais on sait ce que veut dire l'amitié aujourd'hui avec la violente communiqué de la PS, le violent communiqué de la PS du 22 novembre dernier, mais on a l'impression tout de même que toutes ces rencontres qui convergent vers l'Algérie, où c'est plutôt bénéfique aux autres États qu'à l'Algérie. Comment vous analysez aujourd'hui cette diplomatie algérienne avec toutes ces crises que j'ai citées tout à l'heure, et puis derrière cette nouvelle visite, de M. Ramaphosa, président de l'Afrique du Sud? D'abord, j'ai bien écouté notre ami Rabah Tebboune, que je remercie. Voilà des analyses que tout le monde devrait écouter. Il y a lui, il y a d'autres personnes, bien évidemment. Contrairement à ce député du FLN, je laisse le soin aux téléspectateurs d'imaginer le niveau, enfin, de ces députés qui votent la loi des finances et qui disent c'est bon ce que fait Tebboune, alors que ce n'est pas bon. Que fait Tebboune. Ça ne me fait pas plaisir de le dire, mais c'est le cas, c'est l'intérêt du pays. Le président africain, d'ailleurs, sa venue, il y a eu des manifs chez lui, disant que cet alignement sur la position de l'Algérie, ça ne nous intéresse pas. Parce que les Africains du Sud sont conscients qu'il faut discuter leurs intérêts, l'intérêt de leur pays. L'Algérie, il me semble, en voyant Tebboune, au hasard et bien, avec donc aussi l'Afrique du Sud qui est un grand pays, bien sûr. C'est pour faire quoi? L'Afrique du Sud ne peut pas t'aider. Celui qui peut t'aider, c'est l'Europe. Il faut le dire à haute voix. C'est la France, c'est l'Espagne, c'est l'Italie, c'est les États-Unis. Les Russes, voilà, les Russes ne t'aideront pas. Poutine n'est pas l'ami de l'humanité. C'est faux, M. Tebboune. D'ailleurs, s'il aide la Syrie aujourd'hui, il n'aidera pas à savoir s'il peut aider soi-même. Donc, l'Algérie a besoin d'une autre politique en urgence avant qu'on casse ce pays. La politique extérieure de Tebboune va vers la casse. Elle ne va pas dans l'intérêt du pays, ni de l'Algérie, ni des Algériens. Dire ça, ce n'est pas, je ne veux pas attaquer Tebboune, pas du tout. Mais c'est le cas, malheureusement. On a besoin d'une autre politique extérieure. On a besoin d'avoir des alliances. On n'a aucun allié. Et puis, faire l'alliance avec l'Afrique du Sud à des milliers de kilomètres. Mais qu'est-ce qu'on attend à faire l'alliance avec nos voisins d'abord? Baler devant ta porte avant d'aller là-bas. Qui va te croire? Mais avec les proches de l'Europe, il y a la Méditerranée qui nous sépare, et ni avec le Mali, ni avec le Maroc. La haine du Maroc, la haine des Émirats, la haine je ne sais pas quoi. Il faut arrêter tout ça. Il faut un autre ministre des Affaires étrangères en urgence. Georges Saïd Saadi, il y en a de Karim Tabou qui peuvent discuter avec tout le monde. Il y en a marre d'avoir des ennemis. Alors, je suis pas certain que Karim Tabou va entrer dans ce gouvernement. Mais bon, restez avec nous, Omar Aït Mourtar. Menouar Djadi est avec nous, ex-député du FLN. Menouar Djadi, d'abord, vous êtes en Algérie, vous êtes aussi homme politique depuis plusieurs années. Cette diplomatie, pour vous, elle est bénéfique au pays. Il y a une réelle stratégie. On a entendu pas mal de militants, d'analystes, une bonne partie en tout cas, qui disent clairement, voilà, plusieurs ministres des Affaires étrangères en 5 ans, une certaine instabilité, beaucoup de rendez-vous, mais qui n'ont pas mené à grand-chose. Parfois un pays qui a eu du mal vraiment à s'imposer, à donner du poids pour régler certains conflits, notamment dans la région du Sahel. Quelle est votre analyse par rapport à ça? Est-ce qu'Abdelmadjid Tebboune a une belle stratégie diplomatique? Effectivement, je dis que je partage entièrement le point de vue de votre invité, M. Kébir, que je ne connais pas, je partage avec lui. À un certain moment, l'Algérie, jusqu'à 2019, elle donnait son dos à la mer. À partir de 2019, aujourd'hui, elle est en face de la mer. Effectivement, durant les 20 années passées, l'Algérie a donné le dos à l'Afrique. Par contre, 2019, et Dieu merci, avec M. Tebboune, avec la bonne vision de M. Tebboune, on revient, nous sommes africains et l'Afrique est notre continent.
Maintenant, on dit, à la belle que si Chaban, dans ces jours-ci, c'est les 4 derniers jours, et vous dites que l'Algérie est isolée. L'Algérie, là je dis que notre diplomatie est proactive. في 3-4 jours, il y avait le ministre de l'Intérieur et du Commerce de la Tunisie. En même temps, le ministre des Affaires étrangères de la Namibie, il a inauguré l'ambassade à Alger. Et il y avait le président de l'Afrique du Sud. Maintenant, votre invité de Paris, et je mets ça entre parenthèses, je lui dis qu'il n'a pas de niveau requis pour qu'il puisse me juger. Ok? Je suis FLN, je suis militant du Front de la Libération Nationale, je suis fier de l'être et je sais ce que je dis. Il dit souvent, à chaque fois, il crie sur tous les toits que l'Algérie est isolée. Maintenant, et il dit que qu'est-ce qu'on va faire avec l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, aujourd'hui, compte parmi les plus grands producteurs de minerais. Ses ressources minières sont considérables. L'Algérie, aujourd'hui, avec la vision de M. Tebboune, avec la politique économique de M. Tebboune, c'est d'exploiter le maximum. Nous avons beaucoup de minerais. À peu près comme nous avons le fer, nous avons le magnésium, nous avons le zinc, nous avons le plomb, le tungstène, et toutes les minerais. Et l'Afrique du Sud, elle a une longue expérience. L'Algérie a besoin justement de cette expérience de nos amis sud-africains pour qu'ils nous aident à développer tous ces minerais que possède l'Algérie. Il ne faut pas dire n'importe quoi. Maintenant, s'il est limité dans sa vision, qu'il laisse la place aux autres. Maintenant, ce que je dis ici, pour si Chaban, en ce qui concerne l'Algérie, la mauvaise diplomatie, il y a un déclin, nous avons des problèmes avec l'Espagne, avec la France, avec que représente comment dirais-je, l'Émirat Arabi, le Moutahida. Les pays de Golfe comptent à peu près une dizaine de pays. Le seul pays parce que tout le monde connaît qu'est-ce qu'il est en train de faire. Il s'ingère dans la Libye, il s'ingère au Soudan, il s'ingère au Maroc, en Algérie. Je termine avec ceci. Que représente la France? Le pays d'Europe, il compte plus de 40 pays. Et la France, elle dégringole à la 8e place. Que représente par exemple le Maroc? Que représente par exemple le Mali par rapport aux 54 pays d'Afrique? Nous avons de très bons résultats avec le Cameroun, avec la Côte d'Ivoire, avec l'Afrique du Sud, avec le Nigeria, avec le Niger. Sonatra qui est en train d'exploiter. Très bien. L'Algérie, elle avance sur le plan économique, elle avance. C'est clair. Vous avez été clair, c'est clair et audible. Mais on l'a déjà dit. Alors, je ne vais pas vous poser de questions. Je vais vous donner la parole les uns aux autres, les uns derrière les autres, pardon, pour aller vite. Omar et Mortar, une réaction, une réponse. Comment vous réagissez à ce que vous avez entendu parce que le temps passe? Tu es gentil, mais on n'a rien entendu. Qu'est-ce qu'il a dit? L'Afrique du Sud, la Namibie, je ne sais pas quoi. Ça, ce n'est pas une analyse, ce n'est pas franchement de la part d'un député qui est censé donc faire des lois et surtout faire avancer la politique de ce pays. Ils n'ont pas de niveau. S'ils ont gagné leur place, vous savez comment. Je passe sur ça. L'Algérie a besoin d'une autre politique en urgence. L'Algérie va mal à l'intérieur. Il faut investir dans la paix à l'intérieur. Il faut absolument le faire en urgence. Sinon, on risque beaucoup de choses. L'arrivée de Trump, maintenant il faut le dire, il faut craquer le morceau. L'arrivée de Trump, il y aura un autre dessin et de l'Afrique et du Moyen-Orient. Donc l'Algérie doit défendre ses intérêts. Bien sûr, là, on parlera, bien sûr, de la souveraineté. À l'intérieur d'abord, et puis à l'extérieur, on n'a pas d'alliés, il faut le dire. On n'a pas d'amis. Ces amis, qu'est-ce que nous sommes sur la tête? Nous sommes un géant sur 2 pieds d'argile, le pétrole et le gaz. Il suffit qu'on arrête le pétrole et le gaz, nous sommes dans le pétrin. Voilà, je ne le souhaite pas. C'est clair, merci. Parce que je ne veux pas. Voilà, donc ce n'est pas une critique, c'est un constat.
C'est clair. Merci Omar Aït Mortal. Merci pour votre participation. On clôture l'émission avec Karim Kebir. Le mot de la fin, c'est vrai que Menou Hadjadi dit cette semaine, il y a eu tel et tel rendez-vous. C'est quoi? C'est un peu de la communication. C'est vrai que quand on regarde, vous êtes journaliste, homme de médias, mais quand on regarde les presses algériennes, quand on regarde la télé algérienne, les unes algériennes, on a l'impression que dans ce pays, voilà, tout est beau, tout est bon, tout est bien ficelé, harmonisé, pas mal de rencontres, des poignées de main, des visites en veux-tu, en voilà. Mais est-ce que, malgré ce qu'on annonce au pouvoir, est-ce que voilà, pour terminer, avoir votre avis, parce que ces visites sont là. Est-ce qu'elles peuvent et elles pourront apporter quelque chose dans les prochaines années où il faut changer des choses? Que faut-il changer? Justement, la réponse, je pense, il est dans votre question, hein, c'est-à-dire l'efficacité, si vous voulez, elle se mesure justement dans les dividendes qu'elle peut engranger à terme et à long terme, dans les alliances par rapport à certaines causes, de meilleurs échanges économiques, c'est-à-dire une évolution des relations, et puis des alliances quand il s'agit de défendre certaines causes ensemble dans les grands regroupements internationaux, ainsi de suite. Donc, moi, je ne mesure pas l'efficacité de la diplomatie à travers une visite d'un ministre. Bon, à la limite, ça fait partie, comme vous l'avez dit, de la communication, mais on juge par ce qu'on va produire comme résultat. C'est-à-dire les bilans, ils sont pas exactement. C'est pas en 24 heures. C'est à terme. C'est peut-être une relation à long terme. C'est de voir est-ce que, par exemple, demain, lorsqu'il s'agit, par exemple, de prendre position par rapport à une question, est-ce que vous allez avoir ces pays-là à vos côtés, ainsi de suite? Est-ce qu'ils vont vous soutenir, par exemple, dans vos efforts quand il s'agit de vous essayer de résoudre une crise quelque part? C'est dans cette situation qu'on mesure justement l'efficacité de la diplomatie. Mais sinon, pour le reste, bien sûr, parfois, ça fait partie de l'activité normale de tous les pays du monde. Hein. Nous ne sommes pas le seul pays. La Tunisie, c'est la même chose. Elle reçoit des ministres, tout de suite. Merci Karim Kebir, merci cher confrère d'avoir été avec nous, journaliste Omar Aït Mortal, militant politique. Merci Rachid Hassani à la communication au RCD, merci. Et merci à Menou Hadjadi, ex-député du FLN, équipe en régie, merci de m'avoir accompagné. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec l'Umq, c'est Salim Salhi si je ne me trompe pas. Je vous souhaite une belle soirée. J'aurai le plaisir normalement de vous retrouver demain. Prenez soin de vous.